Chers internautes, bonjour. Nous sommes ici dans le Haut-Rhin, à Wittelsheim, et on a l'occasion de recevoir aujourd'hui Martine Vonner, députée du Bas-Rhin et élue dans la 4e circonscription, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Martine. Bonjour. Martine, bien que vous soyez une personnalité publique connue, au cœur de l'actualité si agitée du moment, et pour les quelques internautes qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous retracer votre parcours qui vous a amené à la politique? Alors, très simplement, je suis une femme de 57 ans, bientôt 58, puisque c'est mon anniversaire demain, voilà. Maman de 3 enfants, médecin psychiatre, et j'ai un parcours qui est un peu atypique, puisque j'ai commencé à l'hôpital public, ça c'est normal quand on est jeune interne, ensuite assistante, je suis devenue psychiatre. Et ensuite, j'ai pas fait carrière à l'hôpital, j'ai pas fait carrière non plus dans un cabinet, et j'ai eu plusieurs tranches de vie professionnelle. J'en parle parce que ça illustre le pourquoi j'ai naïvement cru en Macron il y a 5 ans. Parce que j'ai à la fois travaillé dans le public, dans le privé à but lucratif, parce que pendant 10 ans j'étais directeur de développement France dans un grand groupe privé, et mon travail consistait à créer une offre de soins supplémentaire sur des territoires où il en manquait, offre de soins en psychiatrie et offre de soins en soins de suite et réadaptation. Et j'ai fait ça pendant 10 ans jusqu'au jour où je me fais convoquer par le président directeur général de cette énorme société, et il me dit: mais docteur, c'est vraiment magnifique ce que vous arrivez à faire, mais les cliniques que vous proposez ne sont pas suffisamment rentables. Et alors là, j'ai commencé à lui expliquer que sans doute il n'avait pas compris le sens même du soin en psychiatrie, parce qu'il faut énormément... Le plateau technique en psychiatrie, c'est l'humain, c'est l'équipe pluridisciplinaire, ce sont les infirmiers, ce sont les éducateurs, ce sont les psychologues, les psychiatres. Et il me dit: mais ça fait rien, à partir de maintenant, vos projets, vous mettrez 50% de professionnels en moins. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit: vous venez du monde du sucre, moi j'y connais rien dans le sucre, mais vous, manifestement, vous n'y connaissez rien au monde de la santé. Et j'ai refusé ce qu'il me demandait, et j'ai été licenciée pour faute. Donc ça date pas d'aujourd'hui que je suis un tout petit peu rebelle et que j'aime bien défendre, en tout cas, les valeurs humaines, et c'est ça qui me porte. Et ensuite, étant licenciée, j'ai quitté donc ce groupe privé pour aller diriger pendant plusieurs années le SAMU social de Paris. Donc là, ça a été une aventure humaine incroyable, puisque je me suis occupée des SDF de Paris, de toute la couronne, et de toutes les personnes en situation irrégulière, donc dans les hôtels sociaux d'Île-de-France. Donc sur le plan humain, ça a été oui, vraiment une aventure incroyable. Je manageais une équipe de soignants, des médecins. Dans mon équipe de médecins, il n'y avait pas de psychiatre, donc en plus de mon travail en fait, d'organisation de tout ça, je faisais régulièrement des maraudes avec les équipes la nuit, et je faisais de la psychiatrie de rue. Donc là aussi, des rencontres absolument incroyables. Et donc, le fait d'avoir une vision globale du monde de la santé, privé, public, médico-social, social, associatif, en fait, j'étais une proie parfaite pour la Macronie, qui cherchait des candidats pour les législatives. Et c'était un moment de ma vie où j'étais en train de quitter l'endroit où j'étais en train de refaire mon CV, et voilà, il y a eu toute une succession de hasards. J'ai envoyé mon CV à la commission d'investiture, et j'ai été retenue. J'ai été retenue parce que j'avais le profil justement parfait. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est à quel point ils n'arriveraient pas à m'imposer leurs idées. Justement, c'était le biais de ma deuxième question. En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ayez pris le train de la politique? La promesse d'un renouveau politique pour la France, on n'oublie pas les dom-toms,
bien sûr. Tout à fait. Il faut quand même les saluer. Tout à fait. La promesse de mettre fin à l'ancien monde ou simplement la promesse du candidat Macron d'un renouveau politique flamboyant? En fait, la France n'allait pas forcément très bien. Le mandat de François Hollande ne m'avait pas laissé, on va dire, voilà. Même si l'homme, j'ai rien contre l'homme Hollande, mais bon, en tout cas, le quinquennat était un petit peu mou. Et vraiment, il y avait cette stratégie de communication d'Emmanuel Macron, enfin en tout cas de tous ceux qui portaient sa campagne, qui était plutôt réussie et plutôt séduisante. La preuve, c'est qu'elle était efficace. Exactement, ni de droite ni de gauche. Et je me suis dit, tiens, pour une fois, on va peut-être faire quelque chose d'équilibré. Pour une fois, on va réussir à justement à avoir une économie forte pour faire du social. Alors, la première partie est fausse, puisqu'on voit à quel point, malgré une tendance plus que libérale, il a fait s'effondrer totalement l'économie. Je pense qu'on va y revenir. Et surtout, donc déjà ça, il n'a pas rempli ses promesses. Et accompagné pour faire du social, pour... moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé en tant que médecin psychiatre, ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc, accompagner ces personnes vulnérables me paraissait tout à fait important. Et ça non plus, il n'a pas du tout tenu ses promesses. Qu'est-ce qui a été pour vous le point de rupture avec La République En Marche? Très simple. En tout cas, la seule, on va dire, le seul hommage qu'il m'ait rendu, c'est quand ils m'ont dit que j'avais été leur plus belle erreur de casting. Donc ça, je trouve que c'est un compliment que j'ai retenu. Très tôt, en fait, dès 2018, je me suis opposée à beaucoup de propositions de loi qui venaient de la majorité, parce que ça ne correspondait pas du tout aux promesses. Il y a eu des choses aussi simples que le glyphosate. Macron avait dit qu'il arrêterait l'utilisation du glyphosate. Et ben non, au moment où on est en train de voter cette loi, on nous dit ben non, on ne va pas pouvoir l'arrêter, il faut le prolonger encore au moins jusqu'en 2025. Mais non, c'était pas ça l'enjeu. Même si il est légitime d'entendre et de respecter complètement le monde agricole, qui ne peut pas arrêter du jour au lendemain, mais quand même, si on dit ben non, on peut continuer, non, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'accompagnement aussi de mutation des... Donc ça c'est un premier exemple. Il y a eu la loi Asile, Immigration, Intégration, où là aussi, ayant particulièrement accompagné les personnes en situation irrégulière en Île-de-France, de par mon métier, je me suis très vite rendu compte qu'ils tapaient complètement à côté, que ce n'était pas ça les objectifs à atteindre pour accueillir dignement en France des personnes qui étaient dans des parcours migratoires. Je me suis vraiment un petit peu battue au sein de la majorité pour leur faire entendre que non, une personne migrante, elle ne le fait pas par choix. Elle fuit soit une situation de guerre dans son pays, soit une situation insoutenable, de famine, etc. Donc déjà là, ils avaient vraiment des œillères et cette espèce d'éléments de langage. Non, il faut arrêter les flux migratoires pour séduire l'extrême droite. Donc là, je m'y suis opposée. Et puis surtout quand c'était accompagné par une suppression de l'aide médicale d'État, alors que l'aide médicale d'État, c'est une goutte d'eau dans les dépenses d'assurance maladie, et surtout, ça évite que toutes les personnes voient leur situation de santé se dégrader, et que ces personnes en situation irrégulière qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale puissent se faire soigner très précocement pour éviter que ça se dégrade et qu'elles soient obligées d'aller à l'hôpital. Ce qui coûterait beaucoup plus cher. Donc des choses aussi remplies de bon sens, je n'étais pas entendue. Donc déjà, voilà, il y a eu vraiment pas mal de discussions assez dures au sein de la majorité. Et puis ça a été de mal en pis, parce qu'il y a eu la loi sécurité globale, où là je me suis opposée, le CETA, je me suis opposée, enfin voilà. Pourquoi faire porter encore une fois des contraintes terribles au monde agricole français, alors qu'on pourrait accepter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, et pour lesquels la production n'a pas été contrôlée, etc. Donc tout ce qui était rempli de bon sens n'était pas du tout entendu par cette majorité écrasante, et ce qui a valu, on va dire, le coup de grâce
en ce qui me concerne, c'est quand en mai 2020, j'ai été la seule députée sur 577 à voter contre le plan de déconfinement. Alors, je m'en explique parce que, bien évidemment, j'étais contre le confinement. Donc, à aucun moment, je soutenais ce confinement. Mais quand on confine un pays, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, voilà, vous restez chez vous, on se souvient de toutes ces mesures aberrantes, on se signait des auto-attestations, qui aurait pu imaginer ça un jour? Donc, moi, j'étais vraiment très en colère, puisque je savais que des personnes tombaient malades et qu'aucun traitement n'était proposé à ces personnes. Donc, ces personnes étaient restées cloîtrées chez elles, et brutalement, la proposition, à l'époque, c'était Édouard Philippe, de déconfiner 67 millions de Français, tout le monde d'un seul coup, en continuant à dire qu'il n'y avait absolument aucun traitement. Et donc ça, pour moi, c'était un non-sens médical, puisque une aberration médicale. Voilà, une aberration médicale. Alors, seul sur 577, mon vote n'est pas passé inaperçu, et j'ai tout de suite été convoquée par le comité exécutif de La République En Marche. Donc ça s'est fait en visio, parce qu'on n'avait pas trop le droit encore de venir à l'Assemblée, etc. Et là, mon sort a été réglé en 50 minutes, et on m'a dit, ah non, tu as trahi La République En Marche. Donc moi, j'avais repris la charte du parti politique et du groupe politique et le règlement intérieur, et je leur ai dit, mais non, vous faites fausse route, puisque normalement, on a le droit d'être, enfin, on est exclu à une seule condition, si on ne vote pas le budget. Or là, ce n'était pas une question de budget, c'était même une question éthique, et en tant que médecin, je leur ai expliqué qu'il me semblait que j'étais libre de penser différemment. Mais non, on m'a expliqué que non. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a commencé cette réunion, Gilles Legendre, qui présidait le groupe, a tout de suite dit en introduction les conclusions. Donc je savais, avant même de m'expliquer, que mon sort était déjà réglé. Voilà. Martine Bonner, vous êtes à l'initiative de la création d'Ensemble pour les libertés. Tout à fait. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Alors, déjà, c'est devenu une nécessité pour les citoyens et pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi, le cheminement. Donc je me fais exclure de la majorité. Ensuite, j'ai connu un passage assez rapide dans 2 autres groupes politiques où là aussi j'ai été exclue parce que véritablement c'est où j'ai rien compris à la politique, où faire de la politique autrement c'est définitivement impossible dans d'autres pays. Je crois que c'est plutôt ça. Et donc, en ayant été exclue également du groupe Liberté et Territoire, je me suis retrouvée non inscrite, ce qui est un peu compliqué quand on est dans l'hémicycle, parce qu'il y a des règlements de prise de parole, etc., qui sont vraiment en défaveur des non-inscrits. Donc, pouvoir continuer à porter des amendements, etc., ça devient très compliqué. Et surtout, ce qui a motivé cette création, c'est que j'ai participé à énormément de manifestations les samedis, j'ai rencontré énormément de collectifs citoyens, et les collectifs m'ont dit, mais on a besoin de se retrouver quelque part, d'avoir une plateforme de discussion, et j'ai dit, ben chiche, ok, je crée une association. Mais en fait, on apprend beaucoup en découvrant ce monde politique. Je me suis rendu compte que l'élu de la nation que je suis n'avait pas le droit de créer une simple association. Parce que dès qu'on a des adhésions, dès qu'il y a une manipulation de rentrer l'argent, il faut être, bien sûr, ce qui est complètement normal, hein, il faut être architecte, mais quand on est élu, on est du coup, cette association ne peut prendre que le statut juridique d'un parti politique. Donc Ensemble pour les libertés, c'est une plateforme qui appartient aux citoyens, mais qui a le statut juridique d'un parti politique. Et je l'ai fait aussi sur les conseils des forces de l'ordre, parce que comme j'étais régulièrement menacée, comme j'étais insultée, comme j'étais diffamée sur les réseaux, ils m'ont dit, en devenant présidente de votre parti politique, vous allez avoir quand même un peu plus de respect par ceux qui vous menacent. Et ça s'est concrétisé? Alors, oui et non, parce que je continue régulièrement à dénoncer et à porter plainte, malheureusement, parce que j'ai décidé de ne plus rien laisser passer. Et quand on est menacé de mort, quand on est diffamé, comme je le suis régulièrement, mais comment on pourrait-il autrement, puisque quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, voilà, les citoyens, malheureusement, ont de très mauvais exemples. Martine Bonner, vous êtes
candidate à votre propre réélection. Vous êtes donc prête à reprendre un mandat de député sous l'étiquette de PL cette fois. Tout à fait, sous l'étiquette d'Ensemble pour les libertés. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai que j'avais dit, si j'étais restée dans la majorité, je m'étais engagée à ne faire qu'un seul mandat. Mais aujourd'hui, voyant la façon dont, en tout cas, le dysfonctionnement majeur de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes nos institutions, je trouve qu'il faut être encore à l'intérieur pour pouvoir dénoncer tout ce qui dysfonctionne et pour pouvoir continuer à porter la voix des citoyens. Raison pour laquelle je m'engage de nouveau. J'ai commencé dans ma circonscription ma campagne, j'ai déjà fait 3 réunions de campagne législative. Ma circonscription, c'est l'ouest de Strasbourg, c'est environ une 50aine de communes et de regroupements de communes, avec une forte population, une densité de population très importante. Donc j'ai commencé tôt parce que c'est important que j'ai ce retour des citoyens par rapport à ma candidature, ma réélection, et surtout pour leur expliquer ce vers quoi il faut emmener la France pour qu'on ait vraiment une forme de bienveillance qui a totalement disparu dans notre pays. Ben ça, bon courage en tout cas. Oui, mais j'en ai, j'ai rien lâché, je lâche rien. Marc Mollet, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux et dans de nombreux meetings à travers toute la France. Quel coup poursuivez-vous dans cette démarche, car ça demande une énergie et un investissement personnel considérable? Je confirme, ça demande beaucoup d'investissement parce que je me consacre en tout cas à mon mandat et à cette lutte pour la défense des libertés et des droits fondamentaux des citoyens français. Ça me tient à cœur parce que je pense que je dois avoir quelques gènes de résistant au fond de moi. Parce qu'il y a une certaine antinomie dans le fait d'être, par exemple, enfin moi c'est la vision qu'on peut avoir, c'est un député qui vit sur un canton, enfin qui représente un canton, une circonscription. Pardon. Alors ce qu'on oublie, je vais tout de suite vous corriger, parce que ce qu'on oublie, c'est que les députés, certes ils sont élus sur un territoire, mais ils sont députés de la nation. Donc en fait, on est légitime de faire des actions partout en France, partout sur l'ensemble du territoire de la métropole et d'outre-mer. Et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, on oublie trop souvent, et notamment dans cette crise Covid, les départements d'outre-mer, voilà, tout ce qui est tous les territoires ultramarins ont été encore plus abandonnés et avec des mesures liberticides encore plus importantes sur ces territoires-là qu'en métropole. Alors qu'est-ce que je vais y faire aux 4 coins de la France? Déjà, je vais porter la connaissance de la création d'Ensemble pour les libertés. Il y a toute une structuration qui a été réalisée assez vite, puisque ce parti est tout jeune, puisqu'il date de mi-septembre 2021. Et donc il y a une structuration, il y a des référents, il y a des adhérents. Donc tout ça, j'allais dire, ça s'est construit assez vite. Il y a une très belle dynamique. Et surtout, les collectifs qui n'ont pas forcément tous envie d'adhérer à EPL, mais qui aimeraient travailler avec EPL et s'articuler avec Ensemble pour les libertés. Donc on travaille des chartes de fonctionnement, donc ça c'est important. Et surtout aujourd'hui, si je veux arrêter de me sentir seule dans l'hémicycle, il faut aller chercher des candidats, les accompagner pour ces législatives, et c'est aussi ça le but, d'aller sur l'ensemble des territoires. D'autant que j'ai eu la chance en tout cas, j'ai fait ce choix de parrainer Jean Lassalle, parce que c'est un candidat au présidentiel qui est authentique, qui est transparent, qui aime les Français, qui se bat pour les Français, qui a un programme extrêmement, encore une fois, qui répond de façon très pragmatique à des préoccupations des Français. Donc je l'ai parrainé et on s'est retrouvés déjà à 2 reprises ensemble. J'ai été jusqu'à Bordeaux, à Barsac, sur vignoble du Sauterne. C'est le Sauterne, Barsac. C'est vraiment. D'ailleurs, j'ai fait une réunion avec les vignerons, parce que les vignerons sont en très très grande difficulté
pas seulement à Bordeaux, mais aussi à Bordeaux, parce que les vignobles ont eu vraiment à souffrir de 5 ans de pluie, d'inondations, de sécheresse, etc. Enfin voilà, vraiment de problématiques climatiques qui font que les récoltes sont devenues totalement perdues, etc. Donc il y a eu ce meeting à Marsac, et il se trouve que hier soir, Jean Lassalle était dans ma circonscription, à Oswald, juste à côté de Strasbourg, et qu'il a fait ce meeting avec moi. Donc j'ai commencé par faire mon bilan de 5 ans de mandat législatif, et ensuite il a exposé son programme pour les présidentielles. Voilà, parce qu'il y aura une dynamique pour les législatives entre résistons et Ensemble pour les libertés. D'accord. Au moment où le président de la République annonce l'embauche de 50 000 soignants supplémentaires s'il est réélu, que dire de cette déclaration alors que l'ensemble des personnels soignants suspendus sont toujours sans travail et parfois sans aucun revenu actuellement? Très clairement, très simple, il ment une fois de plus. Parce que ça aurait été assez simple au moment où on a vu arriver cette épidémie. Bon, maintenant on sait que cette épidémie n'avait pas du tout le caractère de gravité qu'il a bien voulu énoncer au départ. On peut se dire, bon voilà, les 15 premiers jours, le premier mois, on ne savait pas, mais on a très très vite compris qu'il fallait protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées, mais que le reste de la population, il fallait les laisser vivre correctement et surtout les soigner. Bon. Et non seulement il n'a pas fait tout ça, il a continué à diminuer la capacité en ligne de tous les établissements, alors que quand on est dans une épidémie, il faut renforcer les moyens de l'hôpital, il faut renforcer les moyens des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, il faut renforcer toute l'offre de soins sur les territoires. Il a fait le contraire. Et pire encore, puisqu'il y a eu la loi du 5 août qui impose l'obligation vaccinale, pas que pour les soignants, mais les soignants, les pompiers, les gendarmes, etc., et d'autres professionnels, en fait, des professionnels de santé ont fait le choix de ne pas aller vers cette injection et, de fait, ont été suspendus. Ce sont des soignants diplômés, ce sont des soignants investis qui étaient investis dans leur travail, qui même se testaient tous les jours pour pouvoir aller travailler et être sûrs de ne pas être positifs. Et ces soignants ont été déconsidérés, dévalorisés, ils n'ont plus rien pour vivre, ils n'ont plus un seul euro, c'est catastrophique. Ils n'ont droit à absolument rien, même pas au RSA. Donc ce sont devenus des invisibles, des sous-citoyens, et face à ça, maintenant, puisque ça a encore augmenté les difficultés de l'hôpital, puisque ces soignants ont été écartés, ils ont l'outrecuidance de faire une campagne de publicité en disant aux jeunes « Venez à l'hôpital, on a besoin de vous, sur des métiers à responsabilité, vous allez pouvoir être valorisés et faire carrière. » Mais ok, ce sont des métiers à responsabilité, mais être valorisé et faire carrière? Non, non, parce qu'on voit à quel point les soignants ont été déconsidérés depuis 5 ans. Et surtout à quel point l'outil est en cours de déliquescence. Ah mais complètement, l'hôpital est au bord du gouffre. L'hôpital, si Macron repasse, c'est la mort de l'hôpital, c'est la mort de la sécurité sociale, je le dis très clairement, parce que c'est déjà dans les tuyaux de la Macronie. Justement, dans les tuyaux de la Macronie, puisque pensez-vous que si le candidat Emmanuel Macron repasse sur un deuxième mandat, est-ce que vous pensez qu'il va généraliser justement l'obligation vaccinale à toute la population? Alors, il y a beaucoup de citoyens qui me posent cette question, très compliqué d'apporter la réponse, parce que de toute façon, Macron n'a pas d'idée lui-même, il obéit aux stratégies de groupes privés comme McKinsey. Donc, vous avez vraiment cette impression-là qu'il y a une manipulation qui sert de... Ah oui, mais complètement. Macron est une marionnette, je pèse mes mots, qui est dirigée par le monde de la finance. Il faut des résultats. Il y a des gens qui ont accompagné sa campagne en 2017 et qui ont besoin d'un retour sur investissement. Donc Macron a dû répondre toujours et de plus en plus fort au privé,
On voit ce qu'il a fait avec les industries en France. Hein, c'est vraiment. Même avant qu'il soit le président de la République. Exactement. Il avait commencé, il s'était un petit peu entraîné avant. Oui. Et on voit aujourd'hui, ça a été accentué avec, je veux dire, un bon nombre de salariés qui ont été précipités vers le chômage, des grandes entreprises qui ont été cédées à des groupes étrangers. Donc c'est absolument terrible. Et là, de la même façon, dans le monde de la santé, ce qui a été fait et voté, j'avais voté contre, bien sûr, la mise en concurrence des mutuelles, des assurances privées, ça pue la suppression de la Sécu. Donc voilà, donc il faut absolument que le président Macron ne soit plus président à partir d'avril 2022. À l'évidence, vous menez un combat politique virulent contre la politique sanitaire du gouvernement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes parfois sévèrement malmené par vos contradicteurs à l'Assemblée. On a tous en tête la passe d'armes que vous avez eue avec M. Véran sur la vaccination des enfants, mais pas que. Bien sûr. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de votre situation, en fait, au sein du Parlement depuis ces derniers mois? Alors, ce qui est extrêmement choquant, c'est que, donc moi c'était mon premier mandat, j'avais l'illusion que l'hémicycle était l'endroit où on pouvait débattre. Qui dit débattre dit qu'on a le droit de ne pas être d'accord et d'expliquer quels sont les arguments et avoir un rapport et un dialogue normal et sain avec le Parlement. Je prends toujours le temps de rappeler que le devoir, la mission d'un parlementaire, c'est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Donc il est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord. Mais on n'a plus le droit de le dire. On est en autocratie. On n'a absolument plus le droit de dire en France qu'on n'est pas d'accord avec ce que fait, avec la politique de ce gouvernement. Et en effet, je veux dire, les passes d'armes dans l'hémicycle ont été d'une violence extrême. Moi, je suis une femme pas du tout violente. J'aime bien argumenter, j'aime bien discuter, j'aime bien expliquer quelles sont mes idées, défendre mon point de vue, parce que je travaille beaucoup, parce que je connais mes dossiers. Et quand, dans l'hémicycle, le ministre de la Santé ose me dire, très simplement, que je raconte n'importe quoi, parce que je parle, par exemple, des effets secondaires de cette vaccination. Je répète, je n'ai jamais été anti-vaccin dans ma vie. Moi, j'ai été élevée au lait, j'allais dire, d'une médecine classique, allopathique, donc on soigne par des médicaments et on vaccine. Bon, c'est ça, mes études médicales ont été bercées par ça à la faculté de médecine de Strasbourg. J'ai jamais été contre les vaccins, j'ai moi-même eu tous les vaccins, sauf cette thérapie génique, parce qu'on n'est plus sur un vaccin. On est sur de la manipulation génique, d'ailleurs on en voit aujourd'hui, on commence à en voir quelques effets, quelques conséquences, une explosion des maladies auto-immunes, une explosion des syndromes d'immunodéficience acquise, donc c'est pas le sida tel qu'on connaissait dans les années 80, mais le résultat est le même, avec des effets secondaires, des maladies neurologiques, malheureusement quelques cas maintenant, plus d'une trentaine de personnes qui ont développé une maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc maladie à prions, après la vaccination. Alors, la preuve que c'est dû à la vaccination est quand même très très forte. On est légitime à se poser la question quand la personne est vaccinée et que dans les 15 jours qui suivent, la personne brutalement, qui était en pleine forme, va développer des signes neurologiques gravissimes. Sans parler des péricardites, des myocardites, des accidents vasculaires, des infarctus, etc. et de tout ce qui est arrivé chez les adolescents. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité absolument que le ministre, devant la représentation nationale, puisse exprimer, en fait, j'allais dire, une forme de réponse à toutes ces questions. Et ce ne sont pas que des questions que la députée se pose, mais je traduis tout le questionnement de la population qui aujourd'hui est en grande difficulté suite à cette vaccination. Justement, pour rebondir sur ce sujet, le Sénat vient de refuser la mise en place d'une commission d'enquête sur les effets secondaires de la vaccination. Tout à fait. Alors que d'un autre côté, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a été assez fort sur le scandale McKinsey.
Que se passe-t-il? Alors, bonne question. Je pense qu'il faudrait que vous posiez cette question à un sénateur, parce que je n'ai pas compris. C'est vrai qu'il y avait plus de 600 universitaires, chercheurs qui ont porté et qui ont demandé qu'il y ait une commission d'enquête sur les décès en France, toutes causes confondues. Et ça permettait de mettre en relation le décès de la personne avec justement son âge, sa pathologie, est-ce que la personne était vaccinée, pas vaccinée, etc. Et ça, il y a eu un blocage des sénateurs. On peut peut-être imaginer qu'ils ont une pression des laboratoires pharmaceutiques, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui voudrait dire que les laboratoires pharmaceutiques ont plus de pouvoir au sein de la République que l'ont McKinsey. Alors. Pas forcément que n'en ont McKinsey, mais c'est vrai que malheureusement, ils ont pris l'habitude de faire des cadeaux, d'acheter d'une certaine façon les syndicats, les groupes politiques, les élus, et certains élus, donc pour ne pas finir comme moi, c'est-à-dire que leur sort ne soit pas à ce point celui de Martine Vonner, c'est-à-dire l'exclu, on me fait passer pour... souvent on dit que je suis aussi dingue que mes patients, on me qualifie de tous les adjectifs de complotiste, conspirationniste, etc. Ce qui est absolument, bien sûr, totalement faux et totalement aberrant, ce qui prouve à quel point, dans notre pays, on n'est plus légitime à se poser des questions. Et ça fait peur. Et pour en revenir au Sénat, vraiment, je n'ai pas compris, parce qu'ils ont eu ce courage d'aller vers cette mission d'enquête pour dénoncer tous les contrats que l'État avait passés avec McKinsey, justement, pour des sommes absolument abyssales. Mais par contre, ils ont fait le choix de demander à l'OPEX, qui est cet organisme qui réfléchit sur les choix et les stratégies scientifiques en France, de demander à l'OPEX quand même d'auditionner certaines personnes. Et je me réjouis que Christine Coton, qui est cette biostatisticienne, elle va être entendue parce qu'elle a fait un rapport absolument remarquable pour dénoncer que ces essais Pfizer et autres étaient totalement mal montés et totalement foireux. Donc elle va être entendue. Il y a aussi Monsieur Beltra, le papa de Maxime Beltra, qui a été décédé, après l'injection Pfizer. Qui a créé Verity France. Exactement, voilà. Il a créé cette association Verity qui regroupe les victimes bien sûr. d'effets secondaires. Parce qu'il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde les chiffres au niveau de l'Europe, on estime qu'il y a plus de 30 000 morts qui sont reconnus. Tout à fait. Sur un site officiel. Sur un site officiel européen en ce qui concerne justement les effets secondaires du vaccin. Bien sûr. Et on nous explique en fait que ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y arrive rien en France. Donc grosso modo, est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le coup du nuage de Tchernobyl qui n'est jamais passé la frontière? Voilà, qui s'était arrêté à la frontière. Alors malheureusement, on a eu le sang contaminé, il y a eu l'affaire du Mediator, et il y aura l'affaire de la vaccination. Oui. C'est pas possible autrement. Il y a trop d'effets secondaires. Alors on a quand même l'Agence nationale de sécurité du médicament qui fait des rapports réguliers, mais on sait que ce sont des déclarations volontaires des personnes ou des médecins traitants, que souvent toutes ces personnes ne prennent pas le temps de déclarer. Il y a même des médecins qui refusent. Mais bien sûr. Et c'est les chiffres qui sont déjà pourtant énormes de déclaration d'effets secondaires sur le site ne représentent même pas 10% de la réalité. Donc on a de quoi s'inquiéter parce que en se projetant dans l'avenir aussi, moi je suis inquiète pour toutes ces femmes qui ont des problématiques de cycle menstruel depuis qu'elles ont été vaccinées, soit elles n'ont plus du tout de règles, soit elles ont des règles hémorragiques abondantes, ce qui pose la question de la capacité à se reproduire, de la fertilité à terme, et ça c'est vraiment très très inquiétant. Quelle est votre vision des choses? On va changer cette fois de périmètre. On va aller sur un périmètre un peu plus international. Aujourd'hui, on vit une certaine crise internationale. Et vous êtes aussi vos avant-postes, je dirais, de par vos fonctions. Quelle est votre vision des choses en ce qui concerne la crise internationale actuelle, notamment sur ses effets directs sur les citoyens français? Selon vous, est-ce que la France est-elle vraiment en mesure de jouer un rôle quelconque dans cette crise? Alors,
Malheureusement, notre président, qui se prend un petit peu pour le roi de l'Europe, parce qu'il est aux manettes de la coordination hein, du Conseil de la Commission européenne, en fait, du fait de ses fonctions, qu'il aurait dû d'ailleurs refuser, puisque d'autres pays qui devaient connaître des élections l'année où le pays devait présider l'Europe se sortiraient en passer leur tour. Déjà, par honnêteté, il aurait fallu que Macron fasse la même chose. Il ne l'a pas fait. Et là, il a le sentiment qu'il va pouvoir régler, ou en tout cas pouvoir donner des ordres, je ne sais pas, mais en tout cas influer M. Poutine, qui... Alors moi, je suis assez prudente sur ce conflit à l'Est. Pourquoi? Parce que déjà, quels que soient, on va dire, non pas les intérêts des uns et des autres, à partir du moment où on rentre en conflit, bien sûr, c'est la population civile qui souffre. Alors, ce que je voulais dire, et qui est très important, c'est qu'en tant que membre du Conseil de l'Europe, j'ai pu voir que depuis plusieurs années, d'abord, on a constaté les tensions au sein même de l'hémicycle du Conseil de l'Europe entre les Russes et les Ukrainiens. Les Russes avaient été écartés pendant quelques années du Conseil de l'Europe suite à l'annexion de la Crimée, et l'ensemble des pays ont accepté, ont même souhaité que la Russie revienne, parce que l'absence de la Russie faisait perdre jusqu'à 40 millions d'euros en fonctionnement du Conseil de l'Europe, parce que ce pays... C'est aussi un gros contributeur. C'est un très gros contributeur. Donc là, il y avait des intérêts, j'allais dire, mercantiles à faire revenir ce pays. Mais au fond, moi j'étais assez contente, puisqu'il faut aussi que les citoyens russes puissent avoir leurs droits garantis sur ce continent européen. Mais là où je veux en venir, c'est que depuis 2014 et depuis la révolution orange, on savait qu'il y avait des citoyens massacrés dans le Donbass, oui. Et que personne n'en a jamais parlé. On en parlait au sein du Conseil de l'Europe. Il y a eu des missions dans le Donbass qui ont constaté tout ça. Plus de 10 000 citoyens qui ont perdu la vie parce que les Ukrainiens les ont massacrés puisqu'ils étaient des Ukrainiens pro-russes. Mais ça a été passé sous silence pendant 8 ans. Pour quelle raison? Et là aussi, bien sûr, Poutine est l'envahisseur. On peut le juger et le regarder et l'analyser de cette façon-là. Pour autant, quelle aurait été l'attitude de la France si, de l'autre côté du Rhin, voilà, on est nous en Alsace, hein, on a l'Allemagne à nos portes, si brutalement on avait eu des forces armées à notre frontière nous menaçant? Parce que c'est ce qui se passe depuis des années, où pour des prétextes soi-disant hein, de paix en Europe, de défense de l'Europe, l'OTAN n'arrête pas d'avancer et de narguer la Russie jusque sur cette frontière. Donc, je crois qu'il faut être là aussi, dans ce débat extrêmement prudent et équilibré, en disant pas Poutine a tous les torts et les Ukrainiens vraiment sont uniquement des victimes. Je crois qu'il faut aussi regarder ce qui s'est passé depuis plusieurs années et regarder aussi après l'influence et l'ingérence des États-Unis dans l'évolution de ce pays ukrainien, parce qu'on sait que Joe Biden, qui du temps de Barack Obama, était le correspondant de Barack Obama en Ukraine. Donc est-ce que là, il n'y a pas peut-être à gratter un petit peu et à comprendre on est dans une géopolitique un peu compliquée cette fois, voilà. Et surtout qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Exactement. Donc surtout beaucoup de prudence, bien sûr, accueillir la population
qui fuient, hein, puisque là aussi, on a quand même beaucoup de femmes avec enfants qui arrivent. Hein. On a déjà, en tout cas dans le Bas-Rhin, je ne sais pas les chiffres du Rhin, mais dans le Bas-Rhin, plus de 3000 personnes qui sont déjà accueillies, hein, qui sont arrivées, qui sont accueillies. Donc là, population civile, il faut tout faire pour leur prodiguer des soins s'ils en ont besoin, les accueillir tout à fait dignement, s'occuper et accompagner la scolarité des enfants. Tout ça, c'est très important. Mais après, je pense que dans l'intérêt de ce pays, il faut se projeter dans un avenir où ces personnes vont retourner dans leur pays. Donc il faut accentuer toutes les négociations pour que cette zone géopolitique soit de nouveau en paix le plus rapidement possible. Martine Wanner, nous arrivons à la fin de cette interview. Vous allez bientôt rejoindre d'autres personnes. Tout à fait. À tous les internautes qui nous regardent aujourd'hui et à tous ceux qui vous suivent sur les réseaux au quotidien, qu'allez-vous leur dire aujourd'hui? J'aimerais leur dire qu'il y a des échéances présidentielles très prochainement et qu'il faut absolument aller voter. Il faut aller voter, le bulletin de vote reste la seule arme démocratique qui reste dans ce pays. Il faut aller voter avec son cœur au premier tour. Et au second tour, si, je ne sais pas ce qui va se passer au second tour. Moi, j'espère vraiment que Macron n'y sera pas au second tour. Vraiment, c'est un espoir que je porte au plus profond de moi, parce que je sais à quel point... Et d'ailleurs, on ne refait pas les sondages, mais bon, je pense... Voilà, mais les sondages sont totalement biaisés, parce que la réalité de terrain, quand on fait radio-trottoir, ou quand on regarde les réunions publiques organisées par ceux qui soutiennent, ou qui prétendent encore soutenir Macron, mais il n'y a personne, les salles sont vides. Donc, mais pourquoi faut-il aller voter? Parce qu'il ne faut pas s'abstenir. Il ne faut vraiment pas s'abstenir. Il faut faire vivre cette démocratie, même si je suis la première à dire qu'il faut modifier les institutions, qu'il faut aller sur des référendums, qu'il faut même, on pourrait faire toute une émission sur le RIC, mais ça c'est des notions extrêmement importantes, parce que la démocratie citoyenne, à partir des territoires, doit vivre. Le peuple doit être souverain. Or aujourd'hui, le peuple est piétiné. Et si jamais, au second tour, on se retrouve dans un schéma qui ne correspond pas à notre envie, il faut aller voter et mettre un bulletin nul. Un blanc, parce que le bulletin blanc, il n'est pas comptabilisé, il ne sert à rien. Par contre, les bulletins nuls sont comptabilisés. Et si jamais il y a tellement de bulletins nuls, on peut mettre n'importe quoi. On prend le bulletin, on écrit n'importe quoi dessus, ou on raye un candidat. Donc là, le bulletin est nul. Et si les bulletins nuls sont très très majoritaires, ça peut invalider l'élection. Et ça serait génial, surtout si c'est Macron au second tour. Voilà. Allez voter. En tout cas, merci bien Martine Wanner d'avoir reçu et d'avoir accepté l'interview du reporter indépendant. Et puis, vous faites un travail remarquable. On essaye en tout cas. Voilà, merci, parce que tous ces médias indépendants et alternatifs qui sont nés un petit peu avec cette crise, ce sont, en tout cas c'est vous qui faites un travail d'information, et peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent là qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. Et c'est ça, ça permet de réfléchir, ça permet de discuter, exactement, mais surtout, ça permet de dénoncer ces médias qui sont devenus uniquement des médias de propagande, totalement entre les deux. Merci. Merci bien, Martine Wanner.